Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Vous le voyez à l'écran, notre invité, il est jeune, Oumar Diarabi, n'a que 33 ans, écrivain, doctorant en sciences politiques, président de l'association Basse Guinée. Il affirme que la Guinée n'est pas une famille, mais peut le devenir. Et la Guinée en proie à une ethnicité exacerbée, donc on n'est pas un État-nation. On va donc l'interroger dans un instant. Cette réaction d'Alpha Moussa Makadiabi depuis Tunis, qui nous écoute à la radio. Aboubacar, donc finalement, l'opposition n'a aucune dose de confiance en ses représentants au sein de la CENI. L'opposition est en perte de vitesse, et à cette allure, il faut mieux transférer l'organisation de toutes les élections au ministère de l'administration du territoire national. C'est Alpha Moussa Makadiabi qui nous envoie ce message. Monsieur Diaby, bonjour. Bonjour. Le plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Bien. Mohamed? L'ethnicité en Guinée-Conakry au prisme de l'organisation sociopolitique. C'est le titre donc de votre... C'est bien cela. Voilà, c'est le titre donc de votre ouvrage. Oui. La question, elle peut paraître banale, mais que j'ai envie de vous poser. Est-ce que l'ethnie est à l'origine du mal guinéen? Je dirais l'utilisation de l'ethnie, oui. Depuis l'indépendance de la Guinée, nous avons connu une certaine forme d'instrumentalisation et d'utilisation des groupes ethniques qui a abouti finalement à une scission, à une déchirure, une fracture du tissu social guinéen. Et finalement, je dirais oui, l'utilisation et l'instrumentalisation des communautés a fini finalement par opposer les communautés ethniques. Donc, est-ce que ce n'est pas bien avant déjà l'indépendance, quand on sait que c'est quand même énormément de groupes ethniques en Guinée et qui généralement n'avaient pas de projet commun d'État, par exemple d'État-nation, mais qu'on les oblige de par le fait colonial à vivre ensemble. Et lorsque l'on sait que dans un passé précolonial déjà, vous avez des personnalités d'envergure comme Samori Touré, ou quand vous pensez même à la bataille de Talansa en 1727, vous vous dites, la Guinée s'est quand même composée au fur du temps grâce à des guerres, au sang, à la fumée. Mais est-ce que le problème, il n'est pas plus ancien que ce que nous pensons? Absolument, je suis tout à fait d'accord. Il faut reconnaître, il faut peut-être signaler tout de suite que la Guinée a été constituée par une adjonction des territoires et de communautés qui n'avaient à la base aucun projet de se constituer en État-nation. Donc, il faut dire que les communautés aujourd'hui les plus importantes de notre pays sont toutes des halogènes qui sont quand même venus en Guinée à travers l'histoire, dans l'espace et dans le temps. Il faut dire que les Malékés sont en quelque sorte venus en Guinée dans le 11e et 12e siècle, un peu le 18e. Donc, à la base, ils n'avaient pas justement cette idée de se constituer en État-nation. Ouais. Donc, il faut dire que l'idéologie ethnique est une idéologie latente dans l'esprit des Guinéens, et c'est là depuis toujours. Le problème aujourd'hui que nous constatons depuis quand même 1958, depuis l'indépendance de la Guinée, c'est l'utilisation politique des communautés ethniques qui fait en sorte que désormais il y a quand même cette fracture-là qui a été instaurée, cette fracture-là des communautés ethniques qui sont devenues en quelque sorte des syndicats, des groupes utilisés par des leaders pour parvenir tout simplement à des intérêts matériels ou à des intérêts politiques, c'est-à-dire l'accession au pouvoir. Et donc sur un plan historique, il faut quand même reconnaître que il y a toujours eu de divisions ethniques dans notre pays, mais cela ne posait pas de problème autrefois, parce que tout simplement cela allait de soi, parce qu'il y avait un pouvoir colonial qui était en place, qui dictait, qui tenait les rênes du pouvoir, qui dictait les choses à faire. Et les autres, ils obéissaient, ils se soumettaient tout simplement. Et c'est seulement à l'occasion de l'indépendance, à l'accession de l'indépendance, lorsque nous avons accédé à notre souveraineté nationale, que les problèmes ont commencé à sortir, à se manifester tout simplement. Mais il faut dire que les problèmes ethniques existaient bel et bien avant. Alors, on va toujours s'inspirer de ce que vous avez écrit. Vous dites que la Guinée n'est pas une famille, mais elle peut le devenir. Vous prenez carrément le compte-pied de l'écrit de Néné Moussa Maléa, qui lui disait que la Guinée est une famille. Et à votre avis, comment
si on n'est pas encore une famille, comment peut-on le devenir? Oui, la Guinée d'abord n'est pas une famille. Pourquoi je dis cela? Parce que pour moi, la famille, c'est quand même un ensemble d'individus qui sont liés par un lien de parenté. Un lien de parenté stipule qu'il y ait un lien de sang, un nom de famille, un domicile, une solidarité plus ou moins obligatoire entre les membres de la famille, et un ensemble d'affects quand même partagés entre les membres de la famille. Un chef de famille, bien entendu. Donc dire que la Guinée n'est pas une famille, pour moi, cela est tout à fait normal, parce que si nous avons constaté depuis quand même l'accession à l'indépendance, toutes les communautés ethniques ont souffert quand même de l'omnipotence d'un pouvoir qui est connoté appartenir, en tout cas considéré appartenir à un groupement ethnique. Pendant le premier régime, par exemple, ce sont les peuples qui étaient considérés comme étant les boucs émissaires du régime de Sékou Touré, un régime qui était apparenté à un régime malinké. Pendant le second régime, il faut rappeler que quand même c'était Lansana Conté qui était au pouvoir, un régime donc Soussou. Ce sont les malinqués qui cette fois-ci-là qui se sont sentis discriminés, opprimés à travers l'emprisonnement de leurs leaders, à travers quand même l'exécution des généraux de l'armée suite au coup d'État de Yara Traoré. Donc il y a eu aussi des citoyens qui ont vu leurs habitations se faire caillasser et tout ça. Et pendant ce troisième régime, où c'est quand même le professeur Alpha Condé qui est au pouvoir, on voit une opposition farouche entre peu les malinqués, une opposition qui n'avait encore jamais existé dans le passé. Et pourtant, voilà, dire que la Guinée aujourd'hui alors est une famille, nous avons quand même une violence politique connue et comment je veux dire, qui est entrée en quelque sorte dans la socialisation du Guinéen depuis l'indépendance. Donc le nombre de morts depuis l'indépendance dans les rangs des Peuls, des Malinqués et des Soussous, mais aussi des forestiers, hein, il faut le rappeler, tous en ont souffert. Et donc, est-ce que dans une famille, est-ce qu'on peut vraiment s'entretuer? Moi, je ne pense pas. Lorsque les forces de l'ordre peuvent exécuter des citoyens, et lorsque ces citoyens eux-mêmes peuvent exécuter ces forces de l'ordre-là, alors si la Guinée est une famille, moi, je ne m'y retrouve pas vraiment. Et je pense qu'il est temps de revoir peut-être cette organisation politique et sociale et faire en sorte que nous devenions vraiment une famille, parce que tout simplement, c'est quand même... ça n'est complètement pas une assertion pour moi véridique. Et comment parvenir peut-être pour répondre à la question de Moussa Vous allez y répondre, Je veux juste en rajouter, Moussa Hiro, si tu permets. En fait, dès le départ, moi, je suis contre cette assertion que je trouve un peu populiste, qui a plus servi les politiques que les Guinéens. Eux-mêmes, la Guinée est une famille. Et même quand il dit, mais il est possible d'avoir une Guinée qui soit une famille, mon avis, c'est non. Je pense personnellement que... oui. C'est mon avis. Je pense personnellement qu'en allant dans ce sens, vous risquez de servir la même chose, parce que anthropologiquement parlant, je ne vois pas la Guinée devenir une famille, se lier par le sang, par l'alliance, la parenté. Je ne vois pas la Guinée devenir une famille. Donc dites-nous, donc c'est la question de Moussa Hiro, comment entrevoyez-vous la possibilité de faire de cette Guinée-là, au-delà des souffrances, même anthropologiquement, sociologiquement parlant, comment entrevoyez-vous d'en faire une famille? Première question. Je veux terminer, si vous permettez, avec la nation. On l'a soutenu ici par le passé. Aujourd'hui encore, je suis très heureux que vous ayez d'ailleurs la même tendance. Je ne crois pas que la Guinée soit encore une nation au sens du terme. Or, la nation, les autres l'ont réussi. Les autres pays, comme le Sénégal par exemple, avec beaucoup d'ethnies aussi, ils ont réussi à former leur nation. Oui. Comment la nation guinéenne va-t-elle se constituer d'après vous? Ces deux questions, Tamba, merci de la question. Ces deux questions en font une, si je peux me le permettre. Parce que pour moi, la famille, c'est la nation. On ne pourrait être une famille que lorsque nous serions véritablement une nation. Et une nation, sur un plan gréco-latin, c'est quand même les portées d'une même famille. Ce sont les enfants d'une même famille. C'est ça la nation. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui partagent le même sentiment d'appartenance, la même histoire et la même appartenance. Et comment parvenir à une famille? Comment parvenir à une nation? Parce que c'est pour moi la même question. Il faut premièrement, pour moi, il faut en tout cas une chose. Premièrement, il faut qu'il y ait une congruence entre la représentation nationale et la représentation politique. Il faut qu'il y ait de l'adéquation entre ceux-là qui représentent le pays sur un plan politique et ceux-là qui sont représentés par ce pouvoir politique. En ce moment, je pense que vous serez tous d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'adéquation entre les gouvernants et les gouvernés dans notre pays. En tout cas, une partie de gouvernés, si on peut le dire. Donc, il y a une non-adéquation entre les deux. Moi, c'est pas que typique à la Guinée. Souvent, politique africain et population, c'est un peu compliqué. Mais en Guinée, c'est plus basé sur des questions ethniques. Lorsque c'est le président Alpha Condé qui est au pouvoir, il y a une bonne partie de la population, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Fouta Djallon, qui est opposé quand même au régime du président Alpha Condé.
Et cela, très souvent aussi, parfois, c'est à cause des questions ethniques. Il faut le signaler. Et au temps de Sékou Touré, c'était pareil. Au temps de Lansana Conté, également, les Malinké étaient opposés au pouvoir les Malinké étaient opposés au pouvoir de Lansana Conté. Donc, pour parvenir à la nation, pour parvenir à cette famille, il faut la congruence entre les deux. Il faut aussi qu'il y ait une certaine forme d'intégration dans les institutions nationales, dans les institutions étatiques, non pas sur la base de discrimination, mais sur la base du mérite et sur la base de l'égalité entre tous les citoyens. Et pour l'instant, ça n'existe pas. On sait qu'il y a une discrimination. Dans la sélection des postes étatiques, il y a une discrimination sur la base étatique et cela n'est pas acceptable. Et quel rôle y joueraient nos langues, par exemple? Justement, j'allais en venir parce que c'est une partie que j'aborde dans l'ouvrage. La communauté linguistique, c'est une partie que j'aborde dans l'ouvrage. Il faut aussi qu'on soit institué par une communauté linguistique dans notre pays. Quand on se perçoit comme étant membre d'une nation ou membre d'une même famille, et quand on ne peut pas communier entre nous, alors d'où est-ce qu'on peut sortir cette famille? Une famille qui ne peut pas communiquer, est-ce qu'on peut parler de famille? C'est tout simplement impossible. Bien. Il faut qu'il y ait l'autorité de l'État dans ce pays. Autant dire que pour l'instant, l'autorité de l'État est presque inexistante. Bien. Voilà, c'est un euphémisme de dire comme ça. Mais la communauté nationale est importante, communauté linguistique. Il faut aussi favoriser qu'il y ait des mariages mixtes et qu'il y ait l'absence de conflits et l'absence de préjugés. Il y a des mariages mixtes. Oui, des mariages mixtes. Il y en a eu plus par le passé que maintenant. Allez-y Moussa, peut-être dernière question. Moi, je partage l'assertion de Nene Moussa Malea. Je trouve que nous sommes une famille parce qu'à mon avis, ce n'est pas parce que l'ethnie en Guinée est sujette à manipulation par la classe politique que forcément ça met fin à certaines réalités. Je pense que quand on prend cette assertion pas dans le sens propre, mais dans un sens un peu figuré, on se rend bien compte que nous avons beaucoup de connexions entre nous. Je parle des différentes ethnies. Quand je me suis renseigné par exemple sur l'origine des Silla et que je me suis bien rendu compte que être à Forêt-Caria, parce que nous venons de Forêt-Caria, ne signifie pas, c'est pas notre point d'origine, c'est pas notre point de départ. Eh bien, il y a eu beaucoup de migrations et au fil de ces migrations, il y a eu beaucoup de brassages. Les familles qui ont épousé, par exemple, dans ma famille, il y a moi tout seul, un côté forestier, il y a un côté Soussou, il y a un côté Malinké, il y a un côté Peul. Il y a un côté Peul. De par la grand-mère de mon père, il y a un côté Peul à moi. Donc, si on se base sur le fait exactement, si on se base sur le fait que les un alliage des oui, je suis celui qui va empêcher qu'il y ait une guerre en Guinée. Alors, si on se base sur les manipulations, les fluctuations des politiques, je pense que ça ne sortira pas. Mais il faut plutôt prendre cette assertion et en faire une sorte de d'opportunité pour montrer aux politiques que ce n'est pas par leur double jeu qu'on pourrait mettre fin à une évidence. L'évidence est là. C'est qu'il faut peut-être dire, Moussa, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est qu'il faut rappeler peut-être sur le plan de l'ethnicité, la construction de l'ethnicité sur un plan heuristique, en tout cas universitaire. L'ethnicité ne se définit pas par rapport à l'aune de l'appartenance culturelle objective entre les individus, mais plutôt par la construction sociale et culturelle de l'ethnicité. C'est-à-dire, c'est à travers la construction de la différenciation entre les individus que l'on parvient finalement à construire une société divisée en groupes ethniques. Je ne sais pas si j'en fais comprendre, mais c'est pas parce que nous parlons la même langue, c'est pas parce que nous avons le même nom de famille, c'est pas parce que nous venons de la même région que nous appartenons forcément à la même communauté ethnique. Mais c'est parce que nous avons une vision différente de notre sentiment d'appartenance, de la conscience collective, justement. Mais c'est parce que nous avons une vision différente sur cette construction-là que nous nous concevons en groupement ethnique. Oumar Diarabi, écrivain, doctorant en sciences politiques, président de l'association Basse-Guinée. Malheureusement, le temps ne nous permet pas d'aller plus loin. Il était venu nous parler de son ouvrage intitulé L'ethnicité en Guinée-Conakry au prisme de l'organisation sociopolitique. Peut-être un ouvrage à retrouver dans les rayons de l'Harmattan Guinée, c'est cela? Bien. Ouvrage donc à retrouver dans les rayons de l'Harmattan Guinée et pourquoi pas ailleurs. Merci Oumar, monsieur Diarabi, merci d'être passé. Malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'aller plus en profondeur. Ça n'est terminé pour cette avant-dernière représentation de GG au compte cette semaine. Demain, on se retrouve avec l'équipe B pour clôturer la semaine. Portez-vous bien. Merci à notre équipe de réalisation, Ibrahim Prince Diallo et Mamoudou Kondé. Au revoir à demain.